Intervention au Venezuela, menace d'annexion du Groenland, gros coup de pression sur la Colombie et sur Cuba, rien ne semble arrêter Donald Trump sur le continent américain. Le président s'est donné 2 mois pour régler l'annexion du Groenland, sur lequel il lorgne déjà depuis bien 1 an. En ce début d'année 2026, tous les équilibres semblent remis en question. Trump agit comme un empereur dans son hémisphère comme dans son jardin. Mais surtout, le monde semble entrer dans une nouvelle ère, celle des empires. Une vision du monde dans laquelle les ressources naturelles dictent toute la géopolitique mondiale. D'où vient cette façon de voir le monde? Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce que ça change? Mais surtout, qui va bien pouvoir arrêter Donald Trump? Pour en parler, on sort les cartes et on fait appel à des spécialistes de la géopolitique et de la cartographie, Florian Louis, enseignant à l'ENS et membre de la rédaction du Grand Continent, Vincent Capdepuis, professeur d'histoire-géographie et spécialiste de la cartographie, et Benahouda Abdedaïm, éditorialiste géopolitique aux Échos. Tous ensemble, on va voir comment Trump redécoupe le monde. Plan carte saison 2 épisode 9, c'est parti. Ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis, c'est une logique double. D'abord celle de l'expansionnisme américain, et puis la mise en place d'une nouvelle géopolitique à l'échelle mondiale. Pour avoir toutes les cartes en main, on va d'abord faire un petit retour en arrière. Mais avant toute chose, excusez-moi, mais j'ai envie de dire, nouveau studio ou pas nouveau studio? Nouveau studio. C'est bien ce que je pensais. Allez, let's go! Lorsque le Royaume-Uni reconnaît l'indépendance des États-Unis en 1783, le tout jeune pays n'est constitué que de 13 des 50 États actuels. À peine 70 ans plus tard, il s'est étendu vers l'ouest jusqu'au Pacifique, et ce par tous les moyens possibles. Fondamentalement, c'est un pays colonisateur qui s'est construit en partant de 13 anciennes colonies de la côte est de l'Amérique du Nord pour s'étendre à la conquête de l'ouest. Cette expansion territoriale, elle s'est faite selon 2 moyens principaux, la violence et l'argent. La violence envers les populations autochtones et les anciennes puissances colonisatrices qui étaient la France et le Royaume-Uni, et l'argent pour tous les autres, avec l'achat de la Louisiane en 1803, de la Floride en 1819, des États du Sud-Ouest au Mexique en 1848 puis 1853. Un peu plus au nord, si on dézoome un peu la carte, on retrouve le dernier achat d'importance, celui de l'Alaska en 1867. Donc quand les États-Unis parlent d'acheter le Groenland, c'est vraiment un projet qui est dans la lignée directe de l'histoire du pays. Sauf que quand on regarde les cartes, on voit que cette expansion elle s'est faite vers l'ouest et vers le nord, mais quasiment jamais vers le sud. Vers le sud, ils se sont montrés beaucoup plus hésitants. Ils ont cherché à étendre leur influence, leur domination, mais pas vraiment leur territoire. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce qu'au sud, il n'y a pas ce qu'on appelle des WASP, des blancs anglo-saxons protestants, il y a plutôt des latinos, catholiques, métissés, et ça a longtemps fait très peur aux Américains, et ça continue à faire peur à une partie d'entre eux, notamment Donald Trump. C'est vrai que quand Trump parle d'annexion, c'est jamais vers le sud. Il parle d'annexer ou d'envahir le Canada ou le Groenland, mais à côté de ça, il fait construire un mur sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il y a des endroits à annexer et des endroits à dominer. 2 points cardinaux, 2 ambiances. Mais surtout, il y a une notion importante, c'est celle de la peur. Pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald, il faut savoir que les Américains sont partagés entre 2 notions contradictoires, la peur et l'optimisme. Les États-Unis sont un peuple fondamentalement conquérant, donc optimiste. Il y a cette idée que nous sommes un peuple élu de Dieu, qu'il est normal que nous dominions l'Amérique, voire le monde. Et en même temps, il y a effectivement une crainte de ne pas être à la hauteur de cette élection divine, l'idée que tout est cyclique, y compris la puissance, et que les États-Unis ayant dominé le monde au XXe siècle, il y aurait de fortes chances que ce ne soit pas le cas dans l'avenir. Et une des solutions pour maintenir sa puissance, c'est une forme de repli, non pas sur eux-mêmes en tant que pays, mais sur l'ensemble du continent américain. Et là, il y a une notion très importante, c'est celle d'hémisphère. Le 5 janvier dernier, le département d'État des États-Unis, l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, a tweeté cette image sans équivoque. Dessus, ils font référence à leur hémisphère. Cette notion d'hémisphère occidental, elle peut surprendre, mais c'est en réalité une tradition cartographique très ancienne. Peut-être que nous, ça nous surprend, et pourtant c'est une vision qui est ancienne, qui n'a rien de trumpienne. Vincent Capdepuis est professeur d'histoire-géographie et spécialiste de la cartographie. Il a retrouvé pour nous la plus ancienne de ces représentations cartographiques, publiée en 1524 par le moine et cartographe Franciscus Monachus. Si on prend le livre, quand on l'ouvre, on tombe sur 2 petites cartes en vis-à-vis, 2 globes, 2 hémisphères, et avec 2 titres différents. À gauche, on a un globe qui représente ce qu'on pourrait appeler l'Euphrasie, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie.
Et sur la page de droite, on a un autre globe hémisphérique qui représente l'Amérique, ou du moins ce qu'on en connaît au début du XVIe siècle. Et d'un côté, il dit « Cet hémisphère du monde obéit au roi du Portugal », et sur l'autre, cet hémisphère du monde obéit au roi d'Espagne. Donc c'est une vision qui est complètement géopolitique, et ce dès le départ au XVIe siècle. Cette vision, nous en tant qu'Européens, elle nous surprend un peu. Quitte à couper la Terre en deux, on préfère le faire dans ce sens-là. Si on parle de l'hémisphère oriental, pour l'Europe en particulier, qui se conçoit comme un des pôles de l'Occident, dire que l'Occident est dans l'hémisphère oriental, il y a un truc qui bug en fait. C'est pourtant exactement ce qui se passe chez les Américains qui pensent le monde dans une séparation entre Est et Ouest et non pas entre Nord et Sud. Le mot d'hémisphère est d'ailleurs présent 3 fois dans l'adresse de Monroe au Congrès américain lors de la création de la fameuse doctrine Monroe qui stipule en gros que chaque continent doit rester bien tranquille dans son coin. En 1904, le président Theodore Roosevelt ajoute un corollaire à cette doctrine dans lequel il emploie plusieurs fois le terme d'hémisphère occidental. Cette appellation, d'abord, elle est à la fois ancienne et elle fait son chemin depuis un quart de siècle. Il y a un bureau des affaires de l'hémisphère occidental qui a été créé en 1999. En 2001, il y a une direction des affaires de l'hémisphère occidental, encore une fois, qui est créée au sein du Conseil de sécurité nationale. Et en décembre dernier, il y a eu une réorganisation de l'armée américaine avec la création d'un commandement pour l'hémisphère occidental. Donc cette vision cartographique du monde, si elle est plus vraiment d'actualité pour nous qui pensons le monde dans sa globalité, elle s'offre une nouvelle jeunesse aux États-Unis. C'est dans cette logique d'hémisphère occidental qu'on trouve les racines de ce qu'on appelle l'isolationnisme américain. Alors le vocabulaire hémisphérique dans le discours stratégique états-unien, il est assez ancien. On en trouve en fait l'origine dès le fameux discours d'adieu prononcé par George Washington à la fin de son mandat présidentiel où il disait aux Américains, pour le dire vite, les problèmes de l'Europe sont leurs problèmes à eux les Européens, ne nous mêlons pas de ça, nous sommes loin de l'Europe et c'est tant mieux. C'est là que s'origine ce qu'on a pu appeler l'isolationnisme des États-Unis. L'isolationnisme, c'est le fait que les États-Unis se détachent des affaires du monde et se concentrent sur leur continent. Chacun son continent et les vaches seront bien gardées. The cows will be well guarded. Finalement, le monde, c'est un immense océan et 2 îles, une très grande, ce qu'on pourrait appeler l'Eurasafrique, et une un peu moins grande, les Amériques. Et l'océan Atlantique et l'océan Pacifique seraient un peu des douves qui protégeraient ce château fort américain avec en son cœur un espèce de donjon qui serait les États-Unis, du reste du monde, c'est-à-dire de l'Eurasie. S'isoler du reste du monde et se focaliser sur le continent américain, c'est donc à la fois une manière d'asseoir sa domination et de se protéger. Mais en termes de géopolitique mondiale, ce serait surtout un virage à 180 degrés par rapport à ce à quoi les États-Unis nous avaient habitués depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un espèce de repli de la puissance états-unienne sur la sécurisation, non plus du monde entier, comme c'était le cas depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la sécurisation du continent américain dans son ensemble. Un des premiers symptômes de ça, c'est Trump qui reprend le contrôle des cartes et de leur toponymie. Renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique par exemple, redonner au mont Denali, le point culminant des États-Unis, son nom colonial de mont McKinley, alors qu'il avait été débaptisé par l'administration Obama pour lui redonner sa toponymie autochtone. Montrer par les cartes l'influence des États-Unis sur l'ensemble du continent. Ça, c'est plus symbolique qu'autre chose. La deuxième étape, ça va être l'accélération de l'ingérence des États-Unis sur l'ensemble du continent. Et là, on rentre dans le dur. Enlèvement de Maduro, volonté d'annexer Groenland, mots très durs et menaces à peine voilées sur Cuba et sur la Colombie. L'idée, c'est de montrer que les États-Unis sont chez eux en Amérique et qu'ils font absolument ce qu'ils veulent sur leur continent. Tout ça, c'est pas forcément nouveau. Selon un décompte réalisé par l'historien John Coatsworth, entre 1898 et 1994, les États-Unis sont intervenus à 41 reprises en Amérique du Sud pour provoquer des changements de gouvernement. 17 fois de manière directe et 24 fois de manière indirecte. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que les États-Unis ne tolèrent plus l'ingérence, réelle ou fantasmée, des autres puissances sur leur continent. On l'a vu l'année dernière quand Trump expliquait que la Chine contrôlait le canal de Panama, on le voit aussi dans la façon dont il justifie une possible annexion du Groenland. L'idée est clairement énoncée, il s'agit d'empêcher la Chine de mettre la main sur les ressources naturelles. C'est notre précaré, il faut qu'on en assure la sécurité, notamment dans le domaine du narcotrafic, de l'immigration, et surtout par rapport à la Chine qui ne doit pas y mettre les pieds en fait. Trump est en fait dans une logique double. Empereur sur son propre continent, mais aussi acteur majeur à l'échelle mondiale pour contrecarrer les empires des autres. Une chose semble guider cette nouvelle géopolitique, l'accès aux ressources naturelles.
L'idée que les États-Unis interviennent pour accaparer des ressources naturelles, c'est un secret pour personne. Mais jusqu'ici, c'était pas vraiment assumé. Or, dans le cas du Venezuela, Trump l'a clairement énoncé devant la presse le 9 janvier dernier. So we're going to discuss how these great American companies can help rapidly rebuild Venezuela's dilapidated oil industry and bring millions of barrels of oil production to benefit the United States. Mais l'idée, c'est pas juste de mettre la main sur les ressources, c'est aussi d'empêcher les autres de le faire. Et là, celui qui l'a dit avec le plus de clarté, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, le 5 janvier dernier sur la chaîne NBC, convoquant au passage une nouvelle fois la notion d'hémisphère. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. Ces déclarations, c'est un shift géopolitique très important. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vivait dans un monde régulé par l'état de droit qui se voulait un monde de la coopération. Or, Donald Trump l'a récemment affirmé dans une interview donnée au New York Times, « Je n'ai pas besoin du droit international puisque je ne cherche à faire de mal à personne ». Jusqu'ici, il y avait l'idée Qu'en fait, il n'y a pas besoin de posséder territorialement des territoires, il suffit de contrôler les infrastructures, d'assurer le libre-échange. Aujourd'hui, on voit que Donald Trump et d'autres doutent de cela et considèrent qu'il faut préempter, qu'il faut poser la main sur des territoires, être souverain sur eux pour s'assurer qu'on peut s'approvisionner. ça, c'est quand même surtout pour l'hémisphère occidental. Mais les ressources naturelles, elles ne sont pas qu'en Amérique, bien au contraire. Et ailleurs, Trump n'a pas l'intention de laisser les autres puissances avancer leurs pions comme elles le souhaitent. Pour avoir un bon exemple de ça, on peut regarder vers l'Afrique et la République démocratique du Congo. Là-bas, il a ordonné à l'administration américaine de financer des corridors ferroviaires qui amèneraient les matières premières, les minerais critiques comme le cobalt et le cuivre de la Zambie et de la RDC vers le port angolais, d'où cette notion de corridor de Lobito qui est en réalité une manière de pousser ces producteurs de matières premières critiques à privilégier la voie de l'Atlantique sur la voie de l'océan Indien et donc du Pacifique. Donc l'idée, c'est pas non plus de se replier complètement sur son hémisphère, parce que ce serait laisser le champ libre à d'autres acteurs, en l'occurrence la Chine et la Russie, pour développer leur propre zone d'influence. Et ça, pour Trump, c'est pas vraiment une possibilité. Il y a pas longtemps, j'ai vu passer cette carte sur LinkedIn. C'est une blague cartographique de très haut vol, et perso, j'adore les blagues cartographiques. Mais comme toutes les blagues, elles présentent une vision simpliste de la situation. On peut être tenté de présenter le monde selon Trump comme divisé en 3 empires. Le sien, celui de la Russie et celui de la Chine. Mais ce ne serait pas tout à fait juste. Il ne conçoit qu'un empire et des empires annexes. Il ne conçoit que l'empire américain dans l'hémisphère occidental. Il conteste en réalité tout autre empire susceptible d'empiéter sur le sien, notamment l'empire chinois. L'idée qui est la sienne, c'est qu'en renforçant sa propre arrière-cour, il empêchera les autres très grandes puissances de contester ailleurs cette prédominance sur l'hémisphère occidental. Dans la tête de Trump, il y a peut-être 3 empires, mais il y a surtout une hiérarchie entre ces empires. Et s'il y a bien un document qui synthétise cette vision du monde, c'est la note stratégique de sécurité nationale publiée par les États-Unis en novembre dernier. La Russie et la Chine y sont certes largement mentionnés comme des concurrents, mais contrairement aux notes précédentes, on est beaucoup moins sur une guerre d'influence. Il est plutôt dans l'idée d'imposer sa vision du monde, sa vision de l'Amérique d'abord, au reste et que les autres s'en accommodent. Dans la même note publiée en 2017 par l'administration Trump 1, il était dit que la Russie et la Chine veulent façonner un monde aux antipodes des valeurs et des intérêts des États-Unis, et que la Russie voulait restaurer son statut de grande puissance. Le contraste est saisissant avec la note de 2025 qui se demande plutôt comment recomposer les alliances. Le but est de rétablir une stabilité stratégique des relations avec la Russie. Très clairement, aussi bien Donald Trump que certains chefs de file de son camp de Make America Great Again ont dans l'idée qu'il faut laisser les Russes se débrouiller avec les Européens et qu'en quelque sorte le meilleur gagne, avec en arrière-plan l'idée que la faiblesse consubstantielle au modèle européen de discussion, de partage, de réflexion commune sera d'une manière ou d'une autre anéantie par la détermination russe. Ça, c'est pour la Russie. Pour la Chine, c'est pas exactement la même chose.
Dans la note stratégique de 2025, elle n'est évoquée qu'en termes économiques. Il s'agit de rétablir un équilibre des relations commerciales et de l'empêcher d'agir dans l'hémisphère occidental. En réalité, il ne conçoit la Chine que comme un adversaire systémique qu'il faut empêcher d'étendre sa prédominance sur le continent asiatique. C'est pour cela que, aussi bien vis-à-vis de l'ASEAN que de la Corée du Sud, que de l'Inde, que de l'Australie, il va tenter à chaque fois de contester l'extension de l'empire chinois pour ne pas amener la Chine à contester ensuite sur sa propre arrière-cour la prédominance américaine. Donc dans la tête de Trump, il y a l'empire américain, il y a l'empire chinois qu'il faut contrecarrer à tout prix, et ensuite on laisse les Russes se débrouiller avec les Européens. Sauf qu'entre sa vision du monde et ce qui se passe vraiment, il y a quand même un bon fossé. Le monde selon Trump n'existe-t-il que dans sa tête? Il est permis de se poser la question. On a compris l'idée de Trump, bloquer la Chine par tous les moyens. Mais est-ce seulement possible, même dans son propre hémisphère? Donald Trump est confronté en Amérique latine, donc censé être l'arrière-cour des États-Unis plus que jamais, à une implantation très profonde des entreprises chinoises, des intérêts chinois dans les infrastructures, dans le pétrole, dans le gaz, dans les minerais. Ça se vérifie par exemple au Guyana, où la compagnie américaine ExxonMobil a signé un partenariat avec la compagnie pétrolière chinoise Sinopec pour exploiter le pétrole présent au large du pays. Alors ok, Trump veut bouter les Chinois hors de son hémisphère, mais en a-t-il vraiment les moyens? Est-ce que les entreprises vont le suivre? Et il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi ses alliés. Par exemple, en Argentine, Javier Milei est l'ami d'entre les amis en Amérique latine de Donald Trump. Cela n'empêche pas Javier Milei, au mois d'octobre dernier, de signer un accord majeur d'exportation de soja vers la Chine aux dépens des producteurs de soja aux États-Unis. À ce sujet, je vous invite à regarder l'épisode 4 de cette saison de Plan Carte sur la géopolitique du soja. Allez, je laisse Benaouda terminer. Ça ne l'empêche pas dernièrement d'exporter pour la première fois du blé vers la Chine aux dépens des producteurs américains, encore une fois avec cette idée qu'a exprimé le président argentin que la géopolitique c'est une chose, le commerce c'en est une autre. Par ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, on peut avoir l'impression que Trump nous méprise carrément et qu'il nous considère même pas comme un acteur majeur. Pourtant, dans sa note stratégique de 2025, Trump explique que l'Europe reste culturellement et stratégiquement vitale pour les États-Unis. Et oui, Trump c'est le boss des déclarations fracassantes, et c'est aussi au final quelqu'un qui pratique la géopolitique du coup de pression. Heureusement, le monde selon Trump se heurte souvent assez violemment à la réalité des faits. Alors il est pas sympa ce nouveau studio? Vous avez vu les skateboards? Vous avez vu le néon? Vous avez vu les petits poissons? Regardez-moi ça. Il est pas trop mignon? Je vais peut-être le prendre.